Valérie Rousseau-Deborh, bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on vous reçoit ici, mais on parle de vous beaucoup dans la presse, où on dit que vous allez jouer un rôle important dans la campagne. Vous êtes sur les rangs pour devenir, on peut le dire, une des porte-paroles de la campagne de Nicolas Sarkozy. On va parler sommet social, on va parler politique, on va parler du grand meeting de François Hollande ce soir, cet après-midi au Bourget, mais nous ouvrons sur les 4 militaires français abattus en Afghanistan. La question du retrait d'Afghanistan est posée. Faut-il rapatrier les soldats français ? Écoutez, je crois que le président de la République, Alain Juppé, se sont exprimés. Alain Juppé a rencontré son homologue américaine. Les choses sont complexes. La France est présente avec l'OTAN, avec l'ONU en Afghanistan depuis longtemps. On se rend compte qu'à partir du moment où effectivement il y a des problématiques de sécurité importantes, y compris à l'intérieur des propres troupes de l'armée régulière, la problématique se pose. Alain Juppé a néanmoins dit qu'il fallait faire les choses de façon évidemment raisonnable, raisonnée. Il y a un programme qui est prévu pour progressivement retirer effectivement nos troupes. Moi, je pense aussi aux populations civiles. La présence de l'armée française a beaucoup apporté aux populations civiles, notamment à Kaboul. Elle a permis l'implantation de dispositifs sanitaires, médico-sociaux. Elle a permis à beaucoup de filles de retourner à l'école. Elle a permis de faire reculer la présence des extrémistes talibans. Ce volet social-là était accompagné effectivement par une présence militaire forte. À un moment, il faut que les autorités afghanes, le mode politique reprenne ses droits. C'est clair qu'on ne peut pas rester ad vitam aeternam dans ce dispositif-là. Yves Deray. Oui, on ne peut pas rester ad vitam aeternam dans ce dispositif. Mais enfin, est-ce que le meilleur moment pour partir serait celui où justement on constate que les conditions de sécurité ne sont pas établies, que l'armée afghane n'a pas pris le contrôle réellement du territoire et n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des gens? Est-ce que ça ne viendrait pas en contradiction avec le mandat, justement, qu'avait l'armée française d'être là pour ces objectifs-là? Je crois qu'Alain Juppé a été assez clair. Il ne s'agit pas de partir avec perte et fracas du jour au lendemain. Il s'agit de décélérer progressivement la présence de l'armée française en lien avec nos homologues américains, en lien également avec l'armée régulière, avec également continuation d'une expertise, d'une présence de conseil, etc. Donc je crois qu'il faut raison garder, mais il faut aussi donner ce signal-là. C'est-à-dire que l'armée régulière doit aussi entendre qu'à un moment, elle doit se retrouver face à ses responsabilités pour prendre ses responsabilités aussi. Et les politiques qui aujourd'hui président aux destinées de ce pays doivent aussi l'entendre pour faire en sorte de se donner tous les moyens, de faire en totale transparence que ce pays puisse rejoindre le giron des grandes démocraties. Alors Valérie Rousseau-Deborh, vous êtes en charge du projet. On va parler de ce sommet social qui s'est tenu cette semaine. On nous annonçait des mesures importantes. Est-ce que la montagne n'a pas accouché d'une souris? Est-ce que les mesures les plus importantes n'ont pas été renvoyées à l'intervention présidentielle à la fin du mois? Alors là, nous, en fait, nous n'étions pas à la montagne, nous étions au col. Et vous savez que le président de la République est un grand amateur de vélo. Donc là, nous avons juste passé un col. Et la montagne, le Tourmalet, si vous voulez, ça sera lors, effectivement, des annonces que fera le président de la République. Quel était le calendrier ? L'idée, c'était de pouvoir rencontrer l'ensemble des partenaires sociaux pour avoir ce moment d'échange long. Il y avait eu des préparations avant, sortir un certain nombre de mesures qui ne sont pas neutres. Quand il y a exonération pour les jeunes demandeurs d'emploi des charges dans les TPE, les toutes petites entreprises, c'est directement de l'emploi potentiel. Quand on dit 100 millions d'euros immédiatement pour le chômage partiel, ça veut dire immédiatement des gens qui ne vont pas se retrouver au chômage. Et ça, c'est loin d'être négatif pour eux, bien au contraire. Quand on dit 1000 personnes en CDD à Pôle emploi tout de suite, c'est loin d'être négligeable non plus. Sur le reste, effectivement, le président avait indiqué qu'à l'issue du sommet, en fonction des interventions, en fonction également des consultations qu'il avait, il ferait des propositions au Parlement. Il ferait des propositions à la majorité parlementaire et il ferait également des propositions aux Français. Je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et si, toutefois, à l'issue juste du sommet, les propositions avaient été faites, que n'aurions-nous pas dit? On aurait dit que tout avait été ficelé d'avance et que la concertation n'avait pas eu lieu. Oui, en même temps, donc il y a une concertation avec les syndicats qui arrive en janvier, des propositions qui vont arriver, qui vont être encore sans doute discutées par les deux différentes assemblées.
Au vu du calendrier, on est à moins de 100 jours maintenant du premier tour de la présidentielle. Est-ce que tout ça n'arrive pas un peu tard et est-ce que tout ça ne devrait pas plutôt, au final, venir enrichir le futur programme du candidat Sarkozy ? Alors, 2 éléments de réponse par rapport à ça. Un, ce sont de nouvelles mesures. Nous n'avons pas attendu que la crise s'installe pour prendre un certain nombre de mesures. Les 2 plans de retour à l'équilibre que nous avons votés avec la majorité présidentielle nous ont permis aujourd'hui d'être dans une situation économique qui est certes tendue, certes difficile, mais qui n'a rien à voir avec les affres et les difficultés dans lesquelles sont plongés l'ensemble des pays de l'Union. Je vous renvoie pour exemple à l'Espagne qui vient de changer de gouvernement où M. Rajoy envisage de baisser de 25% le salaire des fonctionnaires. On n'est absolument pas dans ce genre de dispositif en France. Deuxième élément de réponse, il est plus philosophique. Longtemps, sous la Ve République, on a considéré qu'à l'approche des élections, il était urgent de ne rien faire. Vous savez, c'est le mot de Clémenceau, il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne saurait régler. Et je crois que ça, maintenant, c'est terminé. Et Nicolas Sarkozy, en la matière, et je crois que tous les élus doivent faire de même, dit... Quand on est élu, c'est du premier au dernier jour. Et on doit agir du premier au dernier jour et ne pas attendre sous prétexte que ça pourrait déplaire à son électorat ou à son non-électorat que les choses se passent. Du premier au dernier jour, ça veut dire que même quand il sera candidat, il continuera à être président de la République ? De toute façon, oui. Quand il sera candidat, il sera toujours président de la République. Oui, mais il pourra encore agir comme président de la République ? Ça sera plus compliqué. C'est-à-dire, c'est aussi d'ailleurs pour ça que je fais partie, moi, des gens qui considèrent qu'il doit déclarer sa candidature tard. Parce qu'à partir du moment où il sera en campagne, il sera officiellement le candidat, comme nous le souhaitons, de la majorité présidentielle. Fatalement, y compris dans les sommets européens, et on voit à quel point c'est crucial en ce moment, fatalement, sa voix sera entachée, puisqu'il ne sera plus le président uniquement, mais le président candidat. Donc je crois important pour cela aussi qu'il déclare sa candidature le plus tard possible. Et le plus tard possible, tard, ça veut dire quoi pour vous ? Puisqu'il y a quand même une limite légale. Un deadline. Il y a une limite légale qui est au 15 mars. Après, bon, voilà, c'est un petit peu avant. Enfin, ce n'est pas à moi de décider à la place du président, bien au contraire. Mais voilà, je crois que tant qu'un certain nombre de décisions ne sont pas prises, tant que les résultats du sommet social et les propositions ne sont pas validées par le Parlement et ne sont pas enclenchées, on a encore besoin d'avoir un président fort à la tête de notre pays pour être en capacité de négocier et surtout pour protéger le système. Ce que veulent les Français aujourd'hui, vous savez, c'est s'assurer qu'à la tête de l'État, ils ont quelqu'un qui prend les décisions. Voilà, qu'ils n'ont pas quelque chose d'un petit peu mouvant et qui n'avance pas, mais qu'ils ont vraiment quelqu'un qui est en capacité de réagir. Alors, la question de la TVA sociale, si on a bien compris, est devant nous, et cette question n'a pas l'air de faire l'unanimité, y compris au sein de la majorité. Est-ce que l'UMP est partagée là-dessus ? Alors, déjà, c'est deux mots d'exégèse. En fait, nous parlons de fiscalité anti-délocalisation. Pourquoi fiscalité ? Parce que fiscalité, ça ouvre des champs de fiscalité différents qui ne sont pas forcément... on parle de TVA, mais voilà. C'est qui, nous ? L'UMP. Ah. Voilà. Donc, dans le projet. Pas à l'UMP, alors, parce qu'elle n'a pas de TVA sociale. Non, mais Valérie Pécresse a parlé de TVA sociale parce que si vous voulez, quand vous êtes interrogé à longueur de journée comme l'est la porte-parole, il y a un moment, les éléments de langage, y compris des journalistes, font que vous reprenez TVA sociale pour plus de facilité oratoire. Mais je souhaite juste expliquer les 2 choses qui sont aujourd'hui dans notre projet, qui est en train d'ailleurs d'être voté par les adhérents de l'UMP, préparé donc par Bruno Le Maire et Jean-François Copé. Il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle la taxe réciprocité. La taxe réciprocité, c'est quoi ? Il s'agit pour nous de rétablir un équilibre entre les niveaux de protection sociale et les niveaux environnementaux décalés entre un certain nombre de pays et nous. Je prends un exemple tout simple, les produits manufacturés en Chine par des enfants qui ont 12 ans, qui n'ont aucune protection sociale, où il n'y a aucun système de retraite, ni aucun des avantages sociaux qui existent en France, qui arrivent chez nous, forcément ils sont à un coût moindre, et en plus ils ont un coût écologique majoré, parce que quand ils arrivent via cargo à Rotterdam, vous imaginez bien le coût environnemental que ça représente. Donc l'idée pour nous, pour ces biens-là, c'est de dire on ne peut pas continuer à se laisser comme ça amener des produits où on ne pourra à aucun moment être concurrent, donc il faut rétablir une forme d'égalité, donc de réciprocité entre notre niveau de protection sociale élevé et le leur, sachant qu'eux-mêmes sont en train effectivement d'élever petit à petit leur niveau de protection sociale parce que le monde est ouvert et c'est fort bien. Donc y compris les Chinois ont envie d'accéder à des niveaux de protection sociale importants, les Chinois, les Indiens. Donc, ça, c'est la première chose. Une TVA particulière pour ces produits-là ? L'idée, c'est de réfléchir à la façon dont on peut rétablir un équilibre sur les produits importés, notamment sur les pays qui ont ces différentiels-là. Voilà. Ça, c'est la première chose. Vous n'avez pas tranché la question ? Non, ça, c'est dans le projet. Ça, c'est pas, voilà. La deuxième chose qui est également dans le projet, c'est effectivement
comment est-ce qu'on fait en sorte aujourd'hui que les 430 milliards de protection sociale qui sont financés par les charges salariales, donc tout le dispositif de politique familiale qui marche très bien d'ailleurs, tout le dispositif d'assurance chômage, etc. Si je prends que la politique familiale, est-ce que c'est complètement logique que les 35 milliards de politique familiale y soient financés par les entreprises ? C'est pas forcément complètement logique. Donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure on peut retrouver une assiette différente pour faire financer cette protection sociale-là. Alors, ça pose des difficultés parce que ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où vous envisagez une augmentation de la TVA, il ne s'agit pas pour nous de mettre en difficulté les plus fragiles d'entre nous, notamment sur les biens de première nécessité. Donc c'est pour ça que le président, le gouvernement prennent le temps de la réflexion avec les partenaires sociaux et l'ensemble des acteurs économiques. Alors on voit, vous êtes spécialiste des questions sociales à l'UMP, vous travaillez aussi donc au projet aux côtés de Bruno Le Maire à l'UMP. Est-ce que vous savez déjà un peu quelle sera la proposition phare en matière d'équilibre social et d'équité que le candidat Nicolas Sarkozy pourrait porter ? Non, je ne peux pas vous répondre à cette question, je n'en sais rien. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il porte alors ? Si vous voulez, en fait, ce que nous souhaitons... Qu'est-ce qui me semble urgence Moi, ce qui me semble urgent, c'est qu'on conserve notre système de protection sociale. C'est-à-dire qu'on fasse l'exact inverse de ce qui se passe dans les autres pays. Si on se promène un petit peu, même virtuellement, via le net ou via la télévision, dans les pays de l'Union, qu'est-ce qu'on voit ? Le RSA, l'équivalent du revenu de solidarité active au Portugal, moins 30%. Si je prends un pays hors zone euro, l'Angleterre, toutes les aides aux étudiants, aux jeunes, supprimées. Ça a généré d'ailleurs des crises importantes à Londres dernièrement. Je vous en ai parlé tout à l'heure, l'Espagne qui envisage de baisser de façon importante la rémunération des fonctionnaires. Je ne parle même pas de la Grèce, où c'est absolument dramatique. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous, ce qu'on doit faire, c'est maintenir notre système de protection sociale, 430 milliards sur l'ensemble des dispositifs salariaux. En tout, c'est plus de 600 milliards d'euros pour accompagner l'ensemble des Français, notamment les plus fragiles d'entre nous. Moi, ce qui est important pour moi, si vous voulez, dans un projet de société, c'est effectivement avoir la possibilité pour chacun d'avoir, en fonction de son mérite, en fonction de son travail, mais avec, de façon absolument nécessaire, la possibilité pour les plus fragiles, et les plus fragiles, c'est ceux qui n'ont pas eu les mêmes chances, c'est ceux qui sont handicapés, c'est ceux qui sont très vieux, qui n'ont pas eu de moyens, la possibilité de les accompagner en justice et en équité. Et ça, on pourra le faire que si on retrouve une assiette fiscale équilibrée. Et ça passe notamment par ces dispositifs de lutte contre les délocalisations et de protection sociale. Donc, je crois très sincèrement que toute personne qui aujourd'hui va promettre « je rase gratis demain », je vais vous faire une allocation différentielle supplémentaire, je vais vous revoir l'ensemble des dispositifs sociaux et décrédibiliser dans sa parole. Très sincèrement. Et François Hollande qui propose de revoir un petit peu le quotient familial et de faire en sorte que, disons, les plus favorisés en profitent un peu moins. C'est une bonne idée, ça ? Alors, déjà, vous aurez remarqué qu'il a quand même assez rapidement décéléré sa proposition. En fait, le problème de cette proposition de M. Hollande, c'est que je pense qu'il ne tient pour le coup vraiment pas compte de l'histoire de cette mesure. Le quotient familial, il a été mis en place au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, non pas pour rétablir une justice sociale, mais pour permettre à chaque enfant de France de bénéficier d'un dispositif d'accompagnement. Il y a d'autres mesures dans nos dispositifs sociaux pour équilibrer les différences entre les riches et les pauvres, les allocations familiales, etc. Et tant mieux, et c'est très bien. Le quotient familial ne sert pas à ça. Et le problème dans ce qu'il nous proposait, c'est que beaucoup de gens échappent à l'impôt grâce à l'application du quotient familial, puisque une demi-part par enfant, etc., ça fait échapper beaucoup de gens à l'impôt. S'il revoit tout le dispositif, c'est bien gentil, mais combien de temps il va lui falloir pour asseoir le dispositif ? Combien de personnes vont, de façon quand même assez injuste, se retrouver en difficulté par rapport à ça ? Nous, on a mesuré que c'est les classes moyennes. Les classes moyennes, c'est tous les gens qui, en couple, gagnent moins de 4 000 € par mois, en couple à deux. Donc c'est quand même beaucoup de monde. Tous ces gens-là allaient être amputés par les propositions de M. Hollande. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il les a rapidement retirées. Et puis, moi, il y a une question, il y a des choses qui vont pas bien dans ce pays. C'est clair. Pourquoi est-ce que M. Hollande s'en prend quand même toujours aux choses qui vont bien ? La politique familiale en France, 85% des femmes travaillent. On a le meilleur taux de renouvellement démographique de l'Union européenne. On a excepté sur Paris, j'en ai bien conscience, mais sur le reste de la France, les entrées en crèche, les assistantes maternelles, tout ça marche bien. Pourquoi remettre en cause ce qui marche bien ? Alors on va revenir, Valérie Rousseau-Debord, on va parler de François Hollande qui donne son grand meeting au Bourget, mais un mot quand même sur les sondages qui sont assez catastrophiques pour vous.
BVA donne 23% à Nicolas Sarkozy, 21% à Marine Le Pen. François Hollande reste favori. Comment vous réagissez ? Vous savez, pour raison garder. Les sondages, c'est bien quand ils sont bien, c'est pas bien quand ils sont pas bien. Donc, faut pas les regarder. Faut continuer à travailler, faut être sur le terrain. Moi, mon vrai sondage, il est chez moi à Nancy, quand je rencontre les gens dans les vœux. Voilà, j'en ai fait une vingtaine depuis le début de l'année. Les vœux et les galettes. Et là, vous voyez la réalité des gens. Et les gens me connaissent depuis longtemps. Valérie Sedebord, vous nous faites de la langue de bois. Parce que quand vous vous retrouvez dans vos réunions avec Nicolas Sarkozy à l'Élysée, j'imagine que vous leur parlez pas seulement des galettes des rois à Nancy, mais vous regardez les sondages de BVA, d'Ipsos, etc. Là, vous avez tort, vous voyez, parce qu'en fait, ce qui intéresse Nicolas Sarkozy, c'est justement ce que pensent les gens sur le terrain. Bien plus que les sorties de sondages d'IFOP ou d'Ipsos, qui sont même pas à 1 Français sur 2. Parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder dans les sondages. C'est que combien de personnes répondent ? Même pas 1 sur 2. Donc moi, je veux bien, mais faire des extrapolations à partir de même pas 1 Français sur 2 qui répond, à partir en plus d'un certain nombre de sondages qui sont pas faits de la même façon, on connaît ça par cœur, à partir en plus de fixations de votes qui sont pas connues, de candidats qui vont se retirer. Tout ça est quand même d'une complexité absolument accrue, et je ne suis pas certaine que ce soit aujourd'hui ce que nous devons regarder, en tout cas nous en ligne de mire. Nous à l'UMP, on est très clair, on a un projet, on a un futur candidat, on considère que notre projet est le bon, que notre futur candidat aura un bon projet, et on avance. Et on considère absolument que celui qui a tort dans cette campagne, c'est celui qui ne fait rien. Voilà, celui qui ne bouge pas. Vous savez, c'est ça qui est important, c'est être tout le temps dans la capacité de protéger pour que les Français soient absolument certains que la personne qui va se présenter agira pour eux. Et en l'espèce, je pense que Nicolas Sarkozy est le mieux placé. Bon, en tout cas, nous, on les regarde, ces sondages, les observateurs. On n'a pas beaucoup d'autres indicateurs en plus. Et malgré tout, quand... Je vous invite à une galette à Nancy quand vous voulez. On viendra manger la galette, mais c'est un peu tard. On arrive en février. Et vous savez, les sondages vont devenir plus fiables que les galettes à partir du mois de février. Donc, on voit quand même que, selon les enquêtes, les instituts, on a quand même des tendances qui, malgré tout, se renouvellent actuellement. Et on voit que le danger d'un 21 avril, comme on le dit, à l'envers, avec éventuellement Marine Le Pen au second tour face au candidat socialiste François Hollande, est à nouveau présent. Ça s'était déjà présenté il y a quelques mois où Marine Le Pen était au second tour. Là, à nouveau, elle talonne Nicolas Sarkozy dans ses sondages. Alors, est-ce que ce danger, qui quand même existe, est réel, et je crois que même dans votre camp on le nie pas, est-ce qu'il vous invite à, encore une fois, à suggérer aux petits candidats de droite qui font entre 1 et 2% de faire preuve de responsabilité, de retirer leur candidature? Je pense à Hervé Morin, à Corinne Lepage, à Dominique de Villepin, éventuellement Dupont-Aignan, enfin. Écoutez, moi je crois, déjà, il faut être respectueux des candidatures de chacun. Moi, je ne suis pas sur cette ligne de conduite-là, parce que je crois que dire aux gens il faut que vous retiriez votre candidature, c'est peut-être la meilleure façon qu'ils la maintiennent. Moi, je crois au contraire qu'il faut dire aux gens c'est quoi votre objectif final. Est-ce que votre philosophie, c'est plutôt que ce pays soit demain gouverné par M. Hollande ou pas ? Grosso modo. Est-ce que votre philosophie, c'est que la politique qu'on mène, notamment par rapport à l'économie, par rapport à la protection sociale, elle perdure ou pas ? Si je reprends les personnes dont vous venez de citer les noms, on voit assez clairement que leur philosophie globale ne va pas complètement dans le sens de M. Hollande. Et là, en fait, on peut commencer à discuter, mais pas d'injonction, pas de remarques désagréables, appel à l'intelligence qui est grande de chacun pour faire en sorte d'avancer. Si je prends M. Morin, qu'il soit pas candidat. Dans l'absolu, oui, si vous voulez. Mais si je prends M. Morin, ce qui est important aussi au Nouveau Centre, c'est l'ensemble des élus du Nouveau Centre. Et quand vous voyez l'ensemble des élus du Nouveau Centre, notamment les grands élus, ils penchent quand même très clairement vers Nicolas Sarkozy. Ça, Hervé Morin l'entend très bien. Et d'ailleurs, le discours d'Hervé Morin, c'est aussi un peu infléchi par rapport à ça. Donc on verra bien ce qu'il fera, on verra bien jusqu'où il ira. Mais par contre, je ne trouve pas respectueux les gens qui font des injonctions comme ça, parce que je crois que chacun doit aussi se déterminer en son âme et conscience, et chacun a une âme et conscience par rapport à cela, et par rapport à l'enjeu. Et l'enjeu est tellement important que je ne désespère pas que chacun... au bon moment, fasse les bons choix. Alors, vous nous dites il faut respecter la candidature de chacun. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? La présidente du Front National a du mal à réunir
500 promesses de parrainage, ça constitue un problème pour la présidentielle? Non, ce qui est un problème, c'est le mensonge, si vous voulez. C'est-à-dire que Mme Le Pen, tout comme M. Le Pen, nous fait le topo à chaque fois, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, ce qui est embêtant... C'est-à-dire, vous ne prenez pas au sérieux Non. les difficultés Non. dont elle parle, vous pensez Non. que c'est une mise Oui. en scène? Je pense qu'en fait, le Front National a certainement un talent, c'est la mise en scène. Voilà, c'est une très bonne direction d'acteur. Et la direction d'acteur, en l'espèce, nous refait le coup à chaque fois. Le coup de la démocratie en danger, et il faut absolument que nous ayons nos signatures. Ils auront leurs signatures, donc il faut arrêter de tomber dans ce panneau-là. Ça leur permet d'exister à un moment où ils peinent à démontrer que leur programme était économiquement viable. Marine Le Pen a essayé d'aller sur le registre de l'économie, de la réalité, d'un chiffrage, etc. On a démontré à l'UMP que son chiffrage économique était absolument absurde et qu'en plus, il allait ruiner la France. Donc ça, elle a reculé de façon importante, donc elle reprend les vieux travers de son papa pour repartir sur la victimisation. Donc faut pas tomber dans le panneau, si vous voulez. Ils seront là, comme ils sont toujours là, et il faut dénoncer cela, dénoncer leur méthode, et faire en sorte, évidemment, que toute personne qui aujourd'hui est de sensibilité de droite républicaine intègre bien que voter Marine Le Pen au premier tour, c'est voter, quelque part, pour François Hollande. Est-ce qu'il y a des consignes à l'UMP sur cette affaire de signature? Est-ce que... Donc, à l'UMP, si vous voulez, il n'y a pas de consigne par rapport à ça. Ce qu'il faut juste intégrer, si vous voulez, c'est que quand vous êtes un élu UMP, vous êtes assez... Enfin, a priori, vous essayez d'être cohérent avec vous-même. Donc, quand vous êtes un élu UMP, à qui vous avez envie de donner votre parrainage? Plutôt un UMP. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste cohérent, mais il n'y a pas de consigne de donner, aucune consigne de donner. Voilà. Alors, François Hollande, Valérie Rousseau de bord. François Hollande est donc, il fait cet après-midi son grand meeting au Bourget, meeting qui doit rassembler plus de 10 000 personnes et qui doit marquer sa grande entrée en campagne. C'est le grand jour pour Hollande? Écoutez, je sais pas, il doit entrer en campagne depuis 3 mois, donc je pense que là, ça doit être bien, puisqu'en fait, à chaque fois, on nous annonce que sa campagne est lancée, donc je pense que c'est la bonne, là, enfin, a priori, on verra. Hein. Enfin, il y aura une nouvelle entrée en campagne jeudi, parce que jeudi, il va nous dire ce qu'il va faire, parce qu'aujourd'hui, il ne nous parle que de lui. Donc ça m'intéresse de parler de M. Hollande, c'est certainement très bien. Et jeudi, il va nous parler de son projet. Donc ça, je pense que ça intéressera peut-être un peu plus les Français. Le grand discours de Nicolas Sarkozy en 2007, il a marqué les Français aussi, parce qu'il a parlé de lui, parce qu'il a parlé de ses origines, de ses racines, petit Français de s'en mêler, etc. C'est des choses qui sont restées. Donc c'est un peu normal qu'à un moment donné, un candidat, lors d'un grand discours de campagne, se mettent un peu, entre guillemets, à nu devant les Français, non? Oui, mais enfin, Nicolas Sarkozy a sa grande différence. Si vous voulez, il n'a pas annoncé à la presse entière juste avant qu'il allait dire ça. Donc, somme toute, le copyright, c'est lui qui l'a. Et là, c'est assez drôle, en fait, de voir M. Hollande qui, après avoir copié M. Mitterrand pendant l'intégralité de ses déplacements, maintenant, dans ses meetings, copie le style Sarkozy. C'est drôle, quoi. Donc, mais bon, c'est pas grave, on va voir. Je ne sais pas s'il va nous dire qu'il a changé, j'en sais rien. Enfin, on verra. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, nous, et à mon avis, ce qui intéresse peut-être davantage les Français que son histoire personnelle, même si pourquoi pas, c'est ses projets, c'est ses propositions, c'est la façon dont il va tenir l'engagement qu'il a pris de revenir à l'équilibre des comptes en 2013. C'est la façon dont il va réussir à la fois mettre en place ses promesses et celles du Parti socialiste et maintenir le niveau de l'endettement, voire le baisser. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est un peu plus concret que son histoire personnelle, qui est certainement très intéressante. Est-ce que le personnage n'est pas quand même difficile à contrer? On a vu ça aussi pendant les primaires, où on a trouvé beaucoup que François Hollande, finalement, était sans doute plus lisse que Montebourg, que Martine Aubry, que Manuel Valls, que Ségolène Royal elle-même, et finalement, il a quand même gagné assez facilement ces primaires. Et là, à nouveau, on dit qu'il n'a pas une personnalité exceptionnelle, qu'il propose pas, il dirige pas, il n'a pas d'autorité, et puis il caracole en tête des sondages. Est-ce que vous n'êtes pas là face à une espèce d'hologramme extrêmement efficace qu'on n'arrive pas à cibler, à mettre dans le viseur? Je pense que c'est clairement une posture, c'est-à-dire qu'il a défini sa campagne comme ça. Il a défini sa campagne comme ça aux primaires, c'est-à-dire je ne dis rien, et comme ça, tous les autres s'épuisent, et moi je peux avancer. Et je pense qu'il fait exactement la même chose sur la campagne aux élections présidentielles. Vous savez, c'est un peu comme Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que le malentendu étant, comme je ne dis rien, les autres vont entendre dans ce que je ne dis rien ce qu'ils veulent, et chacun va prendre, dans ce que je ne dis rien, une part de ce qu'ils ont envie d'entendre. Et on est clairement sur une théorisation, à mon avis, de communicants par rapport à cela. Le seul petit problème,
c'est que là, il va quand même se retrouver confronté, et il est en train de se trouver confronté au dur. Et le dur, on l'a vu sur le quotient familial, on l'a vu sur le nucléaire, on l'a vu sur l'accord avec Europe Écologie Les Verts, on l'a vu également sur les 60 000 emplois de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Quand il est vraiment confronté au dur, François Hollande, il recule. Valérie Rousseau-Debord, comment vous allez faire pour enrayer la progression de François Bayrou? Est-ce que vous vous attendiez à cette progression? Si vous voulez, François Bayrou, à partir du moment où il a déclaré sa candidature, comme tout effet mécanique de déclaration de candidature, François Hollande a eu cet effet mécanique également, a vu sa courbe augmenter. François Bayrou, c'est quelqu'un qui est inscrit dans le paysage politique français depuis longtemps, qui existe, qui a un lien avec les Français. Moi, je viens de l'UDF, donc j'ai fait campagne pour François Bayrou jusqu'au premier tour de 2002. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose que j'analyse. Le problème aujourd'hui de François Bayrou, c'est que ses idées sont celles de la droite républicaine, très clairement, je veux dire, sur la dette, sur la façon de prendre en charge l'ensemble du dispositif social, mais qu'il essaye de sortir en fait du jeu républicain de la Ve République pour inventer autre chose. Il essaye de... c'est un petit peu comme si vous jouiez au Monopoly avec les règles du Scrabble, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il joue à la Ve République avec les règles de la Sixième République, sauf que la Sixième République, elle n'existe pas. Voilà. Ça veut dire quoi? Clairement, ça veut dire que François Bayrou, qui propose notamment l'unité nationale, un gouvernement qui pourra aller de l'UMP à certains socialistes, pour vous, ça tient pas la route? Non, ça tient pas la route dans les règles actuelles. Vous refuseriez d'entrer dans un gouvernement comme celui-là si vous voulez, le problème, c'est la façon dont la Constitution a été mise en place par Debré et De Gaulle, c'est de faire en sorte qu'il y ait 2 tours, pour que deuxième tour n'y ait que 2 candidats, pour que le candidat soit élu à minima par 50% des Français. Après, il y a des législatives et il y a une majorité parlementaire. Oui, mais là, on est pour l'élection présidentielle, si vous voulez. Et pour qu'il ait cette légitimité qui nous permet de sortir de quoi? Prenez Angela Merkel, par exemple. Angela Merkel a une situation extrêmement complexe. Elle est systématiquement obligée de revenir vers sa coalition, donc notamment vers les libéraux, pour obtenir tout simplement des accords. Nous, on ne souhaite pas de ça en France. On ne souhaite pas retomber dans les affres de la 4e République. Moi, je dis à M. Bayrou, qui connaît très bien les institutions françaises, est-ce qu'il veut vraiment revenir à la 4e République? Est-ce qu'il veut vraiment revenir à un système où, avec la proportionnelle, justement, on serait obligé d'aller négocier avec les plus petits partis pour obtenir l'accord du plus petit parti et se retrouver sur le plus petit dénominateur commun? Je ne suis pas sûre que ce soit de ça dont aient envie les Français. Est-ce que, juste une question, est-ce que dans le programme de Nicolas Sarkozy, vous souhaitez qu'il y ait l'instillation d'une dose de proportionnelle aux législatives? Moi, non. Pourquoi? Non, parce que je considère que la France a besoin, pour être gouvernée, d'avoir une ligne conductrice claire. Et une ligne conductrice claire, c'est scrutin majoritaire. Aujourd'hui, donc avec un Front National à 18-20%, éventuellement un Modem à 12-14%, ils ne méritent pas, ces candidats-là et leur parti, d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée. À partir du moment où ils n'ont pas réussi à faire la démonstration de leur ancrage local, à partir du moment où ils n'ont pas réussi justement à avoir cet ancrage local qui leur permet de passer cette barre-là, eh bien, ça veut dire que dans les règles actuelles de la Ve République, ils ne peuvent pas passer. L'article 5 de la Constitution prévoit que les partis publics concourent à l'expression du suffrage universel. Moi, je crois très important de conserver ce dispositif majoritaire. Valérie Rousseau-Debord, merci. Vous portez un nom illustre. Vous êtes vraiment cousine du philosophe Guy Debord? Petite, par mon papa, qui s'appelle Debord, qui est de Limoges, et où il y a un lien éloigné, ces petits cousins. Voilà, moi je suis pas sûre qu'il aurait beaucoup aimé me rencontrer, mais c'est un point de vue. Oui, j'imagine que la lointaine parente. Mais la société du spectacle, vous savez, il faut la relire, parce qu'on est quand même très souvent dedans, notamment en politique. Mais enfin, vous n'allez pas refuser, vous, la société du spectacle? C'est plus compliqué que ça. Je refuse la société de la marchandisation, de l'instrumentalisation. Il y a des choses où vous le rejoignez. J'aurais peut-être eu plus de points communs avec lui que lui avec moi. Merci Valérie Rousseau-Debord, qui est donc